Alors, l'idée de cette communication m'est venue sur une interrogation relative à la situation constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Constatant le terme constitutionnel de certains mandats électifs, des députés nationaux ont saisi par une requête du 14 avril 2016 de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Leurs interrogations portaient sur les conséquences juridiques du terme le 19 décembre 2016 du second et dernier mandat présidentiel, mais aussi du terme du mandat de parlementaires nationaux et provinciaux. Cette Cour a rendu sa décision le 11 mai 2016 en considérant que la situation ne relevait pas de la vacance de la présidence de la République. Un régime juridique entrait dans l'exercice des fonctions présidentielles par l'intérim de président du Sénat. En revanche, la Cour constitutionnelle a statué que l'alinéa 2 de l'article 70 de la Constitution s'appliquait à la situation de fait et de droit. Selon cet alinéa, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Autrement dit, la Cour juge que le second mandat actuel du président se prolonge jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur élu. La Cour a reconduit cette analyse juridique pour les mandats des parlementaires nationaux et provinciaux, de la majorité présidentielle et de l'opposition, se trouvant également en situation de fin de mandat. La Cour a motivé sa décision en soulignant que le vide institutionnel serait la porte ouverte à toutes les menaces pour la paix publique et l'intégrité territoriale. En sa qualité d'autorité régulatrice de la vie constitutionnelle, la Cour rappelle aussi le principe de continuité de l'État. Cela revient pour la Cour à décider de la prolongation des différents mandats jusqu'à l'organisation d'élections à partir de listes électorales fiables. Concernant la nécessité d'un fichier électoral fiable pour organiser des scrutins sincères, des experts indépendants ont estimé qu'environ une dizaine de millions de nouveaux majeurs congolais n'étaient pas inscrits sur les listes électorales. Il est vrai que le dernier recensement de la population congolaise remonte à 1984. L'exclusion de ces potentiels électeurs apparaissait incompatible avec l'idée de suffrage universel et la volonté de cohésion nationale affichée par les autorités congolaises. Ces deux arrêts, à bien y réfléchir, portent sur une des questions les plus sensibles, tant politiquement que juridiquement, dans les pays en transition, en consolidation démocratique. Ils portent sur la question électorale, question sensible, surtout lorsque cette élection concerne le président de la République, le chef de l'État. On a bien compris de quoi il s'agissait. La Cour a eu à se prononcer, vous le savez bien, donc on va aller très très vite, sur la durée effective du mandat présidentiel et sur la date de transmission, si je puis dire, de ses pouvoirs à son successeur. Quoi qu'il en soit, la Cour a considéré, je cite, que l'article 70, alinéa 2 de la Constitution permet au président de la République de rester en fonction en vertu du principe de continuité de l'État jusqu'à l'installation effective du nouveau président. J'ai dit, mais ils reprennent purement et simplement l'article de la Constitution, ce n'est pas la peine de faire ça. Non, non, il y a une modification. Et on n'y a pas énormément insisté dans les débats que j'ai eu, Dieu sait si j'en ai lu, parce que les juristes congolais ou pas congolais d'ailleurs s'en sont donnés à cœur joie, les politiques aussi, et c'est normal. Non. La Cour ne dit pas grand-chose, elle ne tranche pas la question, semble-t-il, si on lit mot à mot. Elle ne parle pas du président, qu'est-ce qu'il fait en dehors si l'élection n'a pas lieu. En revanche, il est inscrit ceci en vertu du principe de continuité. Ça, c'est ajouté dans l'article, si je puis dire. L'article est revu en
en vertu du principe de continuité de l'État. Je ne sais pas très bien ce que c'est, mais mes collègues congolais me l'ont expliqué. C'est un principe qui est devenu constitutionnel, qui est rehaussé dans la hiérarchie des normes. Continuité du service public, on a peut-être entendu ça quand j'étais étudiant en droit, continuité du service public, continuité de l'État. Il y a là, si vous voulez, des notions qui peuvent être discutées. Je vais m'attarder plus d'ailleurs sur la décision du 11 mai que sur celle du 17 octobre. Et sur le 17 octobre, je la prendrai sous un angle qui n'est pas exactement le même que celui que vous avez évoqué. La question du 11 mai, elle est effectivement celle qu'on a résumée. Qu'est-ce qui se passe le 19 décembre? Et si on rassemble les éléments, la Cour avait à juger, est-ce qu'on applique le 19 décembre l'article 70 alinéa 2, c'est-à-dire le président reste en fonction jusqu'à ce qu'un successeur soit élu, ou est-ce qu'on applique l'article 75 qui est consacré à la vacance et à l'exercice provisoire des fonctions de président par le président du Sénat, ce qui pour les Français rappelle un certain nombre de choses. Alors, il y a eu un débat, il existe encore d'ailleurs, il suffit de regarder ce qui se passe sur les médias, mais je crois très honnêtement que la Cour a eu raison de faire prévaloir l'article 70 alinéa 2 par rapport à l'article 75. Je vais essayer de vous en convaincre. Pourquoi? D'abord parce que l'article 70 alinéa 2 existe. S'il n'existait pas, il n'y a aucun problème, on tomberait dans le cas de l'article 75. Mais il existe un article 70 alinéa 2. Et nous avons quand même tendance à penser, qu'il s'agisse de la Constitution ou du Code civil, que lorsqu'il y a une disposition relativement précise, il faut lui donner une portée. Et si on fait prévaloir, ce qui est l'opinion de certains, l'article 75 contre 70 alinéa 2, eh bien l'article 70 alinéa 2 ne sert plus à rien. Car il est évident que la situation qui survient à la fin du mandat du président n'existe pas encore quelques jours auparavant. On ne peut pas anticiper complètement. Et donc il faut se dire qu'il y a un effet utile de l'article 70 alinéa 2. L'article 75 est parfaitement logique. Qu'est-ce que c'est qu'une vacance? C'est notamment le décès, c'est la démission, c'est la situation qui peut arriver où un chef d'État est physiquement empêché d'exercer ses fonctions. Rappelez-vous François Ier qui a été prisonnier pendant quelque temps. Je prends un exemple volontairement lointain pour ne pas évoquer des situations plus récentes, mais c'est pas complètement impossible ce type de situation où le président soit disparaît, soit physiquement, médicalement, psychologiquement dans l'incapacité d'exercer sa fonction. Bon, là il n'y a évidemment aucune raison de faire appel à l'article 70 alinéa 2, puisqu'on n'est pas dans le cas d'une fin de mandat programmée avec éventuellement des élections anticipées. On est dans le vrai cas de vacances. Mais on n'est pas dans ce cas en RDC aujourd'hui. Le président en fonction est en état d'exercer sa fonction. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'obstacle, ni physique ni autre, à ce qu'il puisse continuer à exercer de la manière qu'il juge la meilleure pour son pays, la fonction qui est la sienne. Donc je crois qu'on viderait de sens l'article 70 alinéa 2, on le rendrait complètement inutile si on disait qu'en tout état de cause, c'est l'article 75 qui doit s'appliquer le 19 décembre à minuit. Et on aurait une disposition dans la Constitution qui ne servirait à rien. Or, je pense que la Constitution de la RDC, même modifiée, a été rédigée par des gens compétents et qui en tout cas ont voulu donner une portée à des dispositions qu'il rédigeait. C'est un cas qu'on connaît dans d'autres constitutions ou ailleurs. Il faut donc qu'il y ait l'application de cette disposition, et il me paraît de ce fait logique que la Cour ait dit, eh bien, le président en fonction reste en fonction jusqu'à ce que son successeur soit désigné. Alors reste la question extrêmement difficile, pour combien de temps? Mais là, la Cour ne pouvait pas le dire. En tout cas, elle ne pouvait pas le dire au mois de mai, elle ne peut pas plus le dire d'ailleurs au mois d'octobre. Bon, la Cour constitutionnelle, elle statue sur ce qu'on lui soumet.
et on lui pose la question, est-ce qu'il faut appliquer tel article ou tel autre? Bon, elle dit, moi je considère, pour des raisons qui sont les siennes et qui rencontrent le raisonnement qui est le mien, c'est un coup de chance, il faut appliquer l'article 70 alinéa 2. Mais c'est pas la Cour, à ce moment-là, de dire autre chose que il faut que les élections soient organisées alors de manière objective, transparente, dans un délai raisonnable. Tout ça, ça ne pose aucun problème. Le mot raisonnable fait toujours penser au Canada avec les accommodements raisonnables, mais ça ne pose aucun. Mais est-ce que la Cour aurait pu dire que les élections doivent être organisées dans tel délai? Bon, elle n'en avait évidemment pas la possibilité au mois de mai. La question d'abord ne lui était pas posée, et même si elle lui avait été posée, elle aurait probablement pu répondre que ce n'était pas de sa compétence. Si elle était saisie d'une appréciation, disant est-ce que le délai vous paraît, de tant de mois paraît possible, elle aurait peut-être pu le faire, mais ce n'est pas la question qu'on lui a posée. La question qu'on lui a posée, c'est est-ce qu'on peut reporter? Et elle répond pour des raisons de fait, oui. Alors c'est un problème quasi insoluble partout, ce genre de questions. Bon, parce qu'il faut bien, on entre dans ce qui n'est pas prévu. Mais elle ne pouvait pas répondre autre chose, et on ne peut pas demander à des pouvoirs publics d'organiser des élections quand physiquement, logistiquement et financièrement, on ne peut pas le faire. Bon, il est évident aussi qu'on ne peut pas admettre que ces élections soient reportées au calendrier grec. Bon, et il faut trouver une date qui aura l'accord de tout le monde, et on retombe sur l'accord politique du 18 octobre et ce qui a été dit, en espérant que les choses seront conformes à cet accord. Mais sur la décision du 17 octobre, je voudrais m'arrêter un instant alors sur l'aspect qui a été contesté, mais qui est intéressant, de savoir si la Cour était correctement composée et pouvait statuer. Elle s'est réunie une première fois, quelques jours avant, on a la date dans l'arrêt, et elle constate que le quorum n'est pas atteint, puisqu'ils sont 9, il faut un quorum de 7. Ils n'étaient pas 7. Et elle renvoie à la semaine suivante, en disant, on espère que ce jour-là, tout le monde sera là. Et qu'est-ce qu'elle fait, le 17 octobre? Elle constate que un des membres est malade. Bon, ça, pas de problème, il est en train de se faire soigner à l'étranger, celui-là, on l'admet. Mais que certains membres, 2 ou 3 je crois, sont physiquement présents à Kinshasa, de notoriété publique, mais qui ne veulent pas venir siéger à la Cour. Et la Cour se trouve réduite à 5 membres, c'est-à-dire quand même la majorité par rapport à 9. Et en réalité, elle dit, implicitement, compte tenu de la volonté de blocage des membres présents mais qui ne veulent pas venir, je siège et je statue au nom de la continuité. Car sinon, c'est reconnaître aux membres d'une cour la possibilité de bloquer l'institution pour des raisons qui ne sont pas de santé, lesquelles sont toujours admissibles, mais simplement parce qu'ils ne veulent pas, pour des raisons qui leur appartiennent et que je n'essayerai pas de juger, participer à telle ou telle décision. Alors que l'obligation première d'un juge, c'est de juger. Et vous savez qu'il y a un principe fondamental en matière juridictionnelle, c'est qu'un juge n'a pas le droit de s'abstenir. Il peut se déporter s'il est concerné, ce qui est autre chose, mais il n'a pas le droit de dire « Ah ben, j'ai pas d'avis ». Il doit opiner sur la décision qui lui est soumise. Or, les membres de la Cour, présents physiquement dans la capitale, mais non au siège de la Cour, n'avaient pas envie d'opiner. Et d'une certaine manière, c'était un manquement, en réalité, au mandat qui était le leur. Alors, qu'est-ce qui se serait passé si la Cour avait suivi? La Cour n'aurait jamais pu se réunir. Et donc, elle n'aurait pas pu répondre à la question qui lui était posée. Et elle en serait arrivée à cette conclusion, que la question qui lui est posée ne pouvant pas avoir de réponse, on ne sait pas très bien quel est le droit existant. Et donc son rôle, comme ça a été dit, de régulateur, de garant de l'alternance, etc., ne pouvait pas être rempli. Donc je crois que c'est une question qui existe. Moi je l'ai rencontrée en Bosnie-Herzégovine, cette question, la première fois où je devais aller siéger, nous étions 9,
Et c'est un système très compliqué. Bon, il y a 6 juges, 3 fois 2, qui sont désignés par ce qu'on appelle les groupes nationaux, hein, les Bosniaques, les Serbes et les Croates, et les 3 autres, qui sont les juges dits internationaux, ils étaient désignés par le président de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors vous imaginez bien que je n'étais pas désigné par des groupes nationaux, bon, ne parlons aucune des langues locales. Bon, mais à la dernière minute, la nomination des 2 juges d'une des entités a été annulée. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, en réalité, on a siégé en disant qu'on ne pouvait pas siéger, parce qu'on savait que ça allait revenir prochainement, qu'on allait avoir des nouveaux juges quelque temps après. Mais ça a bloqué le système, et c'était, bon, on ne peut pas dire les arrière-pensées des uns et des autres, parce que c'est plus simple que ce que je pourrais dire aujourd'hui, enfin plus compliqué que ce que je pourrais dire aujourd'hui, mais c'est une situation qui n'est pas complètement inhabituelle. Est-ce que des juges, ou les instances qui les nomment, ont vocation à bloquer le fonctionnement d'une cour constitutionnelle? Je citais l'Ukraine tout à l'heure. Hein. Le président ukrainien, je ne sais plus lequel d'ailleurs, a dit, écoutez, il y a 2 ou 3 juges qui ont failli à leur mandat, je les démets. Comme ça. Bon. Et j'en nomme d'autres. C'est quand même un peu choquant. Hein. Bon, alors, ça s'est mal réglé, comme toujours, mais c'est une situation que l'on rencontre. Donc, de ce point de vue-là, sans que j'ai beaucoup de précédents à citer, je crois que la Cour constitutionnelle de la RDC, bon, à partir du moment en tout cas où elle avait la majorité, 5 sur 9, a eu raison au nom de la continuité de statuer. Je ne dis pas qu'elle n'aurait pas pu statuer autrement, ça c'est un... Bon, je pense qu'elle a eu raison de statuer comme ça, mais elle a eu raison d'abord de dire « je remplis autant que possible la mission constitutionnelle qui est la mienne » et on ne peut pas accepter que des juges refusent d'exercer la mission pour laquelle ils ont été désignés. S'ils ne sont plus d'accord, ce qui est leur droit le plus absolu, ils ont toujours la possibilité de démissionner. Et l'autorité de nomination en nommera d'autres. Mais le blocage n'est pas dans le mandat d'un juge, qu'il s'agisse du juge d'instance ou des membres d'une juridiction constitutionnelle. Alors, vous l'avez entendu au cours de cette communication débat, les intervenants se sont accordés sur les termes de l'alinéa 2 de l'article 70 qui dit précisément que le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'investiture officielle de son successeur élu. Et comme vous le savez, la composition, la structure actuelle du collège électoral ne permet pas une élection. Et donc, tirant argument de la constitution congolaise, les intervenants sont venus dire qu'il fallait que le président reste en fonction, même si ce n'est pas la solution rêvée, mais c'est le texte qui est assez clair, et donc la loi suprême doit être appliquée. Vu la grande stabilité que notre cher président, M. Kabila, a fait de la République démocratique du Congo, j'ai une société déjà à Kinshasa que je veux développer avec des partenaires. Et je pense que dans le futur, je serai certainement installée là-bas au moins 15 jours par mois. Je continuerai mes activités à Paris, bien sûr, mais je vais développer ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai envie de faire depuis des années. Et étant donné que la politique qui est en RDC me donne confiance d'entreprendre avec une pérennité dans les années qui viennent. Car je ne veux pas aller là-bas pour un feu de paille. Je veux commencer et développer quelque chose sur plein de projets, la construction. Nous sommes un pool en France où nous pouvons construire jusqu'à 4-5 étages. Donc là-bas, ce sera exactement la même chose. On peut construire des petits lotissements, on peut faire plein de choses comme ça. Et en plus, je fais déjà à Paris et en France de la décoration on va dire entre parenthèses, de haute qualité que j'aimerais développer ce que je sais faire ici, le faire là-bas. J'ai trouvé la conférence extrêmement intéressante. Il est évident que
Je ne suis pas une juriste, donc j'ai appris un petit peu. Je vais essayer de tout retenir déjà, c'est peut-être pas le... Je ne vous dis pas que je vais tout retenir, mais j'ai trouvé la conférence extrêmement intéressante et surtout qui offre des perspectives très très intéressantes pour le pays ami qu'est la République démocratique du Congo. Je suis venue assister à cette conférence parce que j'avais envie de mieux comprendre. J'avais envie de mieux comprendre ce qui se passait et j'ai trouvé cette conférence passionnante parce que j'ai effectivement tout compris, que je vois exactement dans quelle situation se trouve actuellement le pays et je trouve que tout ce qu'on m'a expliqué ce soir me fait vraiment comprendre qu'il y a vraiment une solution avec cet article 70 alinéa 2. Et vraiment, j'ai trouvé les intervenants d'une qualité vraiment très très belle et très très forte, pouvant s'exprimer d'une façon simple, avec une expérience de chacun très très professionnelle. Très très belle conférence. Je remercie vraiment Valeka Kitoko de m'avoir invité ici. C'est une très belle communication. Je suis allé sur Bukavu, Beni. J'ai voyagé à peu près partout dans le Congo et en espérant que la paix soit au Congo. Car c'est un des pays les plus beaux que j'ai visités. J'ai fait plusieurs pays. La Guinée équatoriale, l'Angola, le Mozambique. Et pour moi, c'est l'un des plus beaux pays, en espérant que ce pays reste aussi beau que je l'ai connu ces années-là. Et ça a été de toute façon très, très intéressant. Il y a eu beaucoup d'éclaircissements, beaucoup de vérités qui ont pu sortir par rapport à des informations malheureusement que de temps en temps on peut avoir. En tout cas, nous on est extrêmement en tout cas encouragés par la situation. On est nous-mêmes en train de s'implanter sur ce beau pays qu'est la République démocratique du Congo, à la fois sur notre activité de conseil en financement de l'innovation, mais également sur la partie énergie renouvelable avec le photovoltaïque. Donc en tout cas, ça a été un plaisir de pouvoir participer à cette conférence. Je dois saluer le travail qu'a effectué Maître Kitoko, qui a réussi à faire venir quand même deux des constitutionnalistes les plus éminents, en tout cas en France, et qui nous ont expliqué finalement de façon assez claire qu'aujourd'hui, on peut dire que la République démocratique du Congo suit une voie démocratique dans le processus électoral qui est en cours. Moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas des débats. On peut émettre beaucoup de critiques, mais il faut reconnaître qu'en droit, la position qui a été prise apparaît tout à fait fondée. Et que dans la voie qui est suivie aujourd'hui, on peut même dire, et on a parlé de jurisprudence, de cas pratiques, d'exemples à suivre pratiquement, on peut dire que maintenant la République du Congo est un exemple finalement de respect des règles démocratiques qu'elle s'est elle-même fixées à travers sa constitution. Oui, moi je crois que c'est la bonne thèse, mais pour une raison extrêmement simple, c'est que la constitution de la République démocratique du Congo prévoit le cas où l'élection n'a pas pu avoir lieu à temps et de manière à ce que le nouveau président succède immédiatement à celui en fonction. Et puisqu'on dit que le président en fonction reste président tant que le successeur n'a pas été désigné. Donc on a une disposition qui est relativement claire et moi je crois que c'est la bonne solution. On n'est pas dans un cas de vacances de la fonction présidentielle, on est dans un cas de continuité. Quand je dis cas d'école, ça veut dire que c'est un cas qui mérite qu'on s'y attache, mais ça ne veut pas dire un cas unique. On retrouve, si vous voulez, des situations comparables, mais pas identiques, dans d'autres pays. Et ce qui m'a intéressé, si vous voulez, c'est d'étudier le cas de la RDC, République démocratique du Congo, en voyant ce qui s'est passé dans d'autres pays en Afrique qui sont confrontés aux mêmes difficultés, où les cours, si vous voulez, sont confrontés à des situations de crise, à des situations de tension, de sortie de crise, et même on demande quelquefois aux cours constitutionnels aujourd'hui d'intervenir alors qu'il y a un coup d'État. Donc il y a une situation nouvelle qui n'existe pas partout et je crois que c'est important pour nous d'y réfléchir, de tenir compte de ces éléments et d'en parler avec la RDC qui est de ce point de vue un cas d'école, mais pas un cas unique.